Bonjour Agnès Buzyn. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ministre des Solidarités et de la Santé. Bonjour Edwige, bonjour David. Bonjour Apolline. On sent évidemment, Agnès Buzyn, la tension et la gravité du moment. C'est sans doute le moment le plus difficile depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. On a le sentiment que tout est figé, que tout est bloqué. On ne voit pas très bien comment les choses vont se jouer. Une crise qui se durcit, un front syndical uni. Et on a l'impression qu'en ce dimanche, tout est immobile en attendant des rendez-vous avec les syndicats, en attendant mardi la grande journée de mobilisation. Mais pour l'instant, chacun reste sur ses positions. Édouard Philippe, ce matin, répond au lecteur du Parisien et il dit « Les Français n'accepteraient pas que certains puissent les priver de Noël ». Mais certains, est-ce que c'est pas vous? Est-ce qu'au fond, vous n'avez pas, vous aussi, votre part de responsabilité dans ce blocage? D'abord, je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire. Ça n'est pas un front uni. En réalité, nous avons face à nous des syndicats qui revendiquent des choses très différentes. Nous avons la CGT et Force ouvrière aujourd'hui qui effectivement ne veulent pas du tout d'une réforme. Aucune réforme. Ils ne veulent pas d'un système universel. Ils ne veulent pas d'un système à points. Bizarrement d'ailleurs, car Force ouvrière a créé un régime par points qui est la GERCARCO. Et puis vous avez les syndicats réformistes, l'UNSA, la CFDT, la CFTC, qui eux critiquent la question de l'âge d'équilibre. Vous avouerez que le fait de les avoir tous ensemble mardi dans la rue, c'est quasiment inédit. Mais ils ne disent pas la même chose, ils ne demandent pas la même chose. Et aujourd'hui, le Premier ministre l'a rappelé dès le premier jour. Il n'y en a pas un qui soit satisfait en tout cas. En tous les cas, la CFDT, par exemple, adhère complètement au projet de réforme, c'est-à-dire un système universel par points, et la CFTC remarque toutes les avancées. On va revenir familiales. en détail sur ce qu'ils demandent, etc. Mais il y a une urgence pour les Français, parce que vendredi c'est les vacances, parce qu'ensuite c'est Noël. La négociation est ouverte. Aujourd'hui, la porte du Premier ministre est ouverte, la porte de la concertation, et c'est le temps de la concertation qui commence. Le projet sur la table, je dirais enfin, puisqu'il nous a été reproché quelque part un flou. Aujourd'hui, ce projet a été défini. À l'issue de toutes ces consultations... Je vous repose exactement la même question. Vous dites vous-même enfin, avec une sorte de ouf de soulagement, que les Français pourraient prononcer à peu près dans les mêmes termes. Pourquoi vous avez attendu si longtemps? Est-ce que quand même, quand Édouard Philippe dit aujourd'hui la responsabilité, il pointe la responsabilité des syndicats dans un blocage pour Noël, est-ce que vous n'êtes pas aussi responsable d'avoir attendu si longtemps? C'est-à-dire que Noël arrivant, pourquoi n'avez-vous pas donné les détails de ce projet plus tôt? Parce qu'il y avait une phase de concertation sur la base du rapport de Jean-Paul Delevoye. Jean-Paul Delevoye a rendu un rapport en juillet. Et sur la base de ce rapport, nous avons repris les consultations pour travailler avec les syndicats, notamment sur la question de la pénibilité ou des droits familiaux ou de la conversion des droits. Et tout cela a été travaillé pendant plusieurs mois et le gouvernement avait dit que le projet serait prêt fin décembre. Mais maintenant, vous stigmatisez, fin décembre, vous avez pris une date dont vous saviez qu'elle était quand même assez dangereuse. Mais ça pouvait être en janvier. Juste avant Noël. Ça aurait pu être en janvier et ce qui a quelque part... nécessité qu'on éclaircisse les contours de la réforme, ça a été le préavis de grève du 5 décembre, alors même que rien n'était encore sur la table, les syndicats ont décidé d'ouvrir quelque part la contestation alors qu'il n'y avait pas encore de projet. Mais est-ce que ce n'était pas à vous justement de le mettre sur la table avant? Écoutez, pourquoi avoir attendu la semaine d'après et pas la semaine d'avant? Excusez-moi, Madame de Malherbe, je comprends qu'on discute de la date d'éclaircissement de la réforme. En ce moment, la date, elle est cruciale. On a toujours annoncé que la réforme serait présentée fin décembre, une présentation au Conseil des ministres en janvier, un texte de loi rapide derrière. Et donc, ce calendrier était ancien, connu, il avait été discuté avec les organisations syndicales. Aujourd'hui, ce qui compte, je pense, pour les Français, c'est de bien comprendre les enjeux d'une réforme qui est plus juste. Mais précisément, c'est une réforme qui est aussi, et ça a été quand même ce qui a à nouveau crispé cette semaine, et notamment la CFDT dont vous disiez qu'elle était au départ plutôt favorable à votre réforme, c'est d'avoir rajouté cette question budgétaire, c'est-à-dire les 64 ans. Et Emmanuel Macron cette semaine redit non, précisément, ce n'est pas avant tout une réforme budgétaire. Pourquoi avez-vous rajouté cela alors que je précise que les Français n'avaient pas voté pour cela, c'est-à-dire la réforme universelle par points? C'était le programme d'Emmanuel Macron, il a été élu là-dessus, personne ne peut s'en plaindre, les élections sont passées par là. Mais l'âge de 64 ans n'était pas dans le programme d'Emmanuel Macron. Alors, vous le savez, quand le président de la République a fait sa campagne, il a toujours prôné ce système plus fort, plus pérenne, plus juste,
plus équitable et donc plus simple pour les Français. Mais à l'époque, le comité d'orientation des retraites, qui est constitué des syndicats, estimait que le système de retraite était à l'équilibre et qu'il n'y avait pas de nécessité de l'équilibrer pour des raisons évidemment que l'on comprend. Et entre-temps, le comité d'orientation des retraites a changé ses estimations. Il estime en réalité que le régime va être déficitaire entre 9 et 17 milliards à partir de 2025. Et la question qui se pose, c'est pouvons-nous faire une réforme qui, à la fois, est utile aux Français, mais va impacter les générations futures avec une dette. Une dernière question quand même sur ce blocage, avant qu'on rentre précisément dans les détails à la fois de ceux qui portent cette réforme et des marges éventuelles de négociation. Est-ce que, oui ou non, à Noël, vous avez des solutions ? Vous avez des réquisitions possibles? Est-ce que vous estimez, encore une fois, comme Édouard Philippe, que c'est de la seule faute des syndicats? Alors, le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a demandé à la SNCF et à la RATP d'ouvrir des concertations sectorielles avec les syndicats sur la réforme et la façon dont elle va les impacter. Donc ces débats vont démarrer. Le Premier ministre va travailler évidemment avec tous les syndicats et notamment les syndicats réformistes. Et je pense que tout le monde doit prendre ses responsabilités. Il est important, très important, aujourd'hui, après la fatigue qui s'installe pour les Français, qu'ils aient ce répit à Noël, qu'ils puissent être en famille. Je pense que c'est vraiment du devoir de chacun de prendre en compte ce qu'est la réalité, notamment pour les Franciliens. Et puis je veux avoir une pensée particulière pour les personnels soignants qui sont obligés d'être présents. Ils ne peuvent pas travailler en télétravail. Les infirmières, les aides-soignantes, les médecins qui aujourd'hui ont des très grosses difficultés à se rendre dans les hôpitaux de la région parisienne et qui sont tous les jours à leur travail, parfois en faisant 3 heures de transport. Donc voilà, cette trêve de Noël, elle me paraît indispensable pour la société française. Alors Agnès Buzyn, on va passer à un sujet sans doute difficile pour le gouvernement, embarrassant, une fois n'est pas coutume, un peu de droit constitutionnel. L'article 23 de notre Constitution dispose que les fonctions d'un membre du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de toute activité professionnelle. Jean-Paul Delevoye est en contradiction avec cet article de notre Constitution, puisqu'il a continué à toucher des salaires qu'il n'avait pas déclarés à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique depuis qu'il est au sein de ce gouvernement. Et pardon, mais il y a un article 5 aussi dans cette Constitution qui dit que le président de la République doit garantir justement la Constitution. Agnès Buzyn. Alors, comment Jean-Paul Delevoye peut-il, à l'heure où nous nous parlons, être encore membre du gouvernement dont vous faites partie? Jean-Paul Delevoye, je pense qu'on peut tous le considérer qu'il est de bonne foi. C'est un homme sincère. Il a été nommé au gouvernement en septembre de façon assez rapide, alors qu'on lui a demandé de mener une concertation énorme avec les syndicats. Il a eu des centaines d'heures de discussion. Et donc, sa bonne foi, c'est... voilà, il n'a pas... La bonne foi remplace désormais le droit dans notre pays, mais la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rendra son avis la semaine prochaine. Donc, nous verrons bien ce qu'elle dit. Il a tout de suite compris, lorsque cela s'est apparu, qu'il fallait évidemment rembourser ces sommes et remettre sa déclaration à jour, ce qu'il a fait. 140 000 € à rembourser. Il l'a fait. Il va le faire peut-être, oui, il l'a fait. Enfin, il l'a fait. Ouais. Il l'a fait, vous nous le dites. En partie ou en... Je ne connais pas ses comptes en banque, excusez-moi. Je ne lui ai pas demandé s'il avait... Voilà, quel chèque il avait fait, mais il a dit qu'il se mettait totalement en conformité et qu'il remboursait évidemment ce qu'il n'aurait jamais dû toucher. Et donc, voilà. Agnès Buzyn, est-ce que ce que vous nous dites là, ce sont des éléments de langage qu'on vous a communiqués dans la nuit ou tôt ce matin, ou bien c'est ce que vous pensez, vous, personnellement? Non, je connais Jean-Paul Delevoye, je travaille avec lui maintenant depuis 2 ans. C'est un homme de conviction, c'est un homme engagé. Et d'ailleurs, quand on regarde les fonctions qu'il occupe, parmi les 13 fonctions, ce sont essentiellement des fonctions sociales. Il préside des œuvres sociales. Et donc, voilà, c'est un homme qui a là, David, derrière lui des engagements. De ses revenus. C'est-à-dire qu'il y a effectivement 2 choses, vous avez raison. Il y a, outre la question du cumul revenus et fonctions ministérielles, il y a effectivement cette question du fait qu'il siège au conseil d'administration d'un certain nombre d'administrations ou de choses, mais de manière bénévole. Mais cette histoire du cumul, c'est constitutionnel. Vous pensez qu'on peut retourner sur la table des négociations la semaine prochaine, et qu'il soit là, et que tout se passe comme si de rien n'était? Écoutez, on verra ce que dit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle est en charge de cela. Mais Jean-Paul Delevoye l'a reconnu, Agnès. Jean-Paul Delevoye est très respecté des syndicats.
tous, unanimement, ont reconnu la qualité des débats et des concertations qu'il y a eu depuis 2 ans. L'un de ces syndicalistes dit dans la presse ce matin, pardon, je cite cette expression, il est cramé. C'est ce qu'on lit dans la presse ce matin. Comment peut-il aujourd'hui tenir tête à un Philippe Martinez, à un Laurent Berger, négocier alors qu'il est mis en cause aussi gravement? Aujourd'hui, la négociation va se poursuivre. La porte du Premier ministre est ouverte auprès de tous les syndicats. Je laisse la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique décider la semaine prochaine. Ce que je peux dire, c'est que je suis certaine que le haut-commissaire est de bonne foi, qu'il s'est retrouvé projeté ministre alors qu'il était en pleine consultation et en pleine concertation avec les syndicats. Voilà. Ce qui compte, c'est évidemment qu'il rembourse, parce que je pense qu'aucun ministre, effectivement, n'a été dans cette situation. Mais je ne pense pas qu'il ait, qu'il ait sciemment voulu dissimuler quelque chose. Et qui démissionne de tous ses mandats, peut-être. Agnès Buzyn, justement, si on parle de négociation, où est-ce qu'on en est d'abord? Qui négocie? Tous négocient à Matignon? Est-ce que vous servez encore à quelque chose? Jean-Paul Delevoye, lui, a un peu disparu. Où est-ce que vous en êtes des négociations? Dans 10 jours, c'est Noël, vous l'avez rappelé. Alors, la porte du Premier ministre est ouverte. Il souhaite être en première ligne sur cette réforme. Et tous les ministres ont des négociations sectorielles à mener. Jean-Baptiste Djebbari avec évidemment les transports. Moi, je travaille avec les syndicats sur la question de la fonction publique hospitalière. Mais est-ce qu'on va déboucher rapidement sur quelque chose? Les professions libérales, pardon. Oui. Est-ce qu'on va déboucher rapidement sur quelque chose? Le Premier ministre a dit il faut qu'on aille le plus vite possible. Est-ce que là, en ce moment même, pendant que nous parlons ici, ça négocie du côté de Matignon avec Laurent Berger, qui pourtant ce matin, dans le journal du dimanche, a dit qu'il y avait une condition sine qua non, le retrait de l'âge pivot? Il y a beaucoup de choses à négocier. Beaucoup de choses sont sur la table, notamment des choses qui comptent énormément pour la CFDT, pour Laurent Berger, qui est la question de la pénibilité. Comment on l'ouvre au secteur public? C'est vraiment une avancée sociale majeure, notamment pour la fonction publique hospitalière, qui est celle dont je m'occupe, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir donner des points de pénibilité aux aides-soignantes et aux infirmières qui travaillent de nuit. Mais ça, c'était déjà dans le discours d'Édouard Philippe. Oui, vous avez vu la réaction de Laurent Berger. Ce sont des très gros sujets. Le sujet de comment on convertit les trimestres en points pour ceux qui basculeront dans le nouveau système. Comment on va travailler comment le travail des seniors... Ça coince pas, Agnès. Là-dessus, ça coince pas. C'est pas ce que demande Laurent Berger. Ça se discute, mais ça coince pas. Je pense que jusqu'à mardi, les organisations syndicales ont envie mardi de montrer pour chacune d'entre elles leur désaccord. Et vous attendez de voir si cette démonstration de force est à la hauteur des précédentes? Je vais vous dire, madame, je pense vraiment qu'il y aura du monde dans la rue mardi. Je n'ai aucun doute. Je n'ai aucun doute. Au-delà du million, vous pensez? En tous les cas, je pense qu'il y aura beaucoup de monde dans la rue mardi. D'abord parce que beaucoup d'organisations syndicales appellent à manifester, donc il y a un mouvement large. Je pense que les Français sont inquiets et le rôle du gouvernement, c'est bien évidemment de répondre à ces inquiétudes individuelles et d'abord de rappeler que c'est une réforme de justice sociale, c'est une réforme qui va permettre plus d'équité, qui va être très favorable aux femmes. Mais est-ce que ces 64 ans, c'est discutable? Est-ce que le Premier ministre, est-ce que vous êtes prêt à ouvrir la porte puisqu'elle est ouverte? Il n'y a pas un peu plus grande. Si vous voulez, l'âge d'équilibre n'est pas en débat. C'est un fait. En réalité, l'âge d'équilibre, c'est le Conseil d'orientation. C'est déjà le cas, c'est 63 ans,5. Absolument. Et donc, déjà, dans les faits, beaucoup de Français prennent leur retraite. La majorité prennent leur retraite après 63 ans. Donc, en réalité, dans les faits, beaucoup de Français travaillent au-delà de 62 ans parce qu'ils n'ont pas les trimestres nécessaires pour partir à taux plein. Donc on n'avait pas besoin de ces Et donc en réalité, nous savons très bien que l'âge de 64 ans, dans 5 ans, la majorité des salariés du secteur privé... Mais on se demande pourquoi vous l'avez quand même rajouté sur la table alors que vous saviez précisément que ça allait crisper la CFDT. Parce qu'en réalité, le gouvernement est en responsabilité et dit la vérité aux Français. Et la vérité, c'est que d'abord, la plupart des pays d'Europe travaillent plus longtemps. Heureusement, la France n'a pas les mêmes problèmes démographiques que l'Allemagne ou que d'autres pays. Donc nous pouvons nous arrêter de travailler autour de 64 ans. Et l'âge d'équilibre, c'est l'âge qui a été défini par le comité d'orientation des retraites, par le corps, comme l'équilibre financier du système. Est-ce que c'est négociable ou pas? Ce qui est négociable, c'est les modalités pour arriver à l'équilibre du système. Nous ne pouvons pas. Ça veut dire que ça pourrait être un peu plus tard? Par exemple, vous aviez dit 2027, est-ce que ça pourrait être 2030? Les modalités sont sur la table, c'est ce que nous proposons aux partenaires sociaux.
aujourd'hui, ce qui est clair pour le gouvernement, c'est que cette réforme ne peut pas avoir lieu si elle n'a pas d'équilibre financier. D'abord parce qu'elle mais il y a ouvre beaucoup de des paramètres pour jouer sur cet équilibre financier. Il n'y a pas que l'âge pivot. Je rappelle aux Français pourquoi nous souhaitons cet équilibre. D'abord parce que nous savons que le système actuel ne sera pas à l'équilibre, d'abord. Donc de toute façon, le système actuel ne peut pas rester en l'état. Mais d'autre part, nous ouvrons de nouveaux droits. Nous ouvrons plus de droits. Par exemple, le minimum contributif à 1 000 €, c'est un avantage majeur pour toutes les carrières, les petits salaires, les gens qui ont travaillé toute leur vie et qui aujourd'hui touchent parfois 600 € comme les retraités agricoles. Nous voulons que toutes les carrières pleines touchent 1 000 €. Ça nécessite un budget, évidemment. Et de toutes les façons, le régime n'est pas à l'équilibre, nous le savons, en 2025. Agnès, donc c'est un fait. Et la question qui se pose, c'est comment nous arrivons à cet équilibre budgétaire. Et c'est ça que nous allons travailler. Vous avez, Agnès Buzyn, à l'instant évoqué la notion de pénibilité. Peut-être une précision. Considérez-vous, vous personnellement, Madame la Ministre, que la posture, les vibrations mécaniques, les agents chimiques, être confronté à des agents chimiques dans le cadre de son travail, la manutention manuelle de charge constituent, selon vous, des critères qui définissent la pénibilité dans le travail quotidien de nos concitoyens? Alors, nous savons qu'il y a un très gros débat entre les organisations syndicales et patronales sur la pénibilité. La question était vraiment très simple, Madame la Ministre, et vous n'y répondez pas d'emblée. Je vous ai donné 4 critères. Évidemment, des charges très lourdes, c'est pénible. Et il est évident qu'on ne peut pas, à 64 ans, faire le même métier. Et certains métiers ne sont pas faisables à 64 ans. Mais alors pourquoi est-ce que ce gouvernement a enlevé ces critères de la pénibilité en 2017 Vous le savez très bien, c'est parce qu'en réalité, il était très compliqué de calculer le nombre d'heures, par exemple, où on porte une charge. Et donc, est-ce que le fait de porter une charge lourde, je dis n'importe quoi, mais un quart d'heure par jour, doit être considéré de la même façon qu'une charge un peu moins lourde, 6 heures par jour? Et donc, c'était en réalité sur la question de la définition de ces critères qu'il y a une incapacité, en réalité, des partenaires sociaux à se mettre d'accord. Ils peuvent revenir, et donc, on est revenu à des critères plus simples. Parce que Laurent Berger le réclame. Hein. Le débat de la pénibilité est sur la table, vous le savez. Moi, ce qui compte pour moi, en particulier, c'est la pénibilité dans la fonction publique. Parce qu'aujourd'hui, les fonctionnaires n'ont pas ces critères-là. Or, parfois, ils ont des métiers extrêmement difficiles. Et ça, je tiens vraiment, par exemple, à ce que le travail de nuit soit reconnu pour toutes ces... Mais sur ces 4 points, vous estimez malgré tout que ça relève de la pénibilité. Si vous trouvez un moyen de les faire re-rentrer, vous le ferez? Ça relève de la pénibilité, mais... Aujourd'hui, alors nous savons que le MEDEF est contre, non pas tant parce que c'est... Et la CFDT est pour. La CFDT est pour. Le problème, c'est que personne n'arrive à se mettre d'accord sur le curseur. Par exemple, vous êtes face à des produits chimiques. Quels produits chimiques? Quelle est la toxicité de ces produits? Est-ce que c'est 1 heure par jour, 1 heure par mois? Ce sont ces critères-là. Il y a des choses à travailler là-dessus. Et on y revient dans un instant. On reviendra aussi sur la crise à l'hôpital, puisqu'un certain nombre, un grand nombre même, de travailleurs de l'hôpital et notamment de chefs de service remettent leur démission si vous ne les recevez pas. On en parle dans un instant. On poursuit ce BFM Politique avec vous, Agnès Buzyn. Vous disiez juste avant que la porte du Premier ministre était ouverte, mais à quoi ça sert qu'elle soit ouverte si personne ne rentre? Est-ce que vous avez une date? Est-ce que vous savez à quel moment vous allez effectivement vous voir et vous retrouver avec les syndicats? Je suis certaine que dès la semaine prochaine, un certain nombre de syndicats vont venir discuter. Je crois que jusqu'à mardi, qui est l'apogée, quelque part, de ce mouvement de contestation, ça va être difficile, mais je suis certaine qu'ensuite, il y a tellement de choses positives dans cette réforme, et les syndicats réformistes le savent. C'est la réforme dont Laurent Berger a toujours rêvé, quelque part. Et nous avons donné beaucoup d'avancées. Il a tort, du coup, de se crisper? Pardon, il a tort, du coup, de se crisper? Non, il est dans il s'est mis dans une nasse. Non, je vais pas juger évidemment de son positionnement. Mais par contre, je vois ce que nous avons fait sur les droits familiaux avec la CFTC, ce que nous avons prévu de faire sur la pénibilité, sur les fins de carrière, le temps partiel en fin de carrière. Tout ça sont des choses qui tiennent énormément à cœur aux syndicats réformistes. Il y a tellement de choses positives dans une négociation, pardon Agnès Buzyn, dans une négociation, chacun doit faire un pas.
on voit bien celui que demande Laurent Berger au Premier ministre. Nous allons travailler avec les syndicats réformistes dès la semaine prochaine et d'ailleurs avec les autres s'ils le souhaitent. Donc vous ne nous dites pas aujourd'hui qu'il y a une marge. C'est-à-dire qu'en fait, on a quand même Édouard Philippe qui dit on reste sur les 64 ans en 2027 et on a en face de lui Laurent Berger qui dit il faut supprimer cette notion d'âge pivot à taux plein à 64 ans, point barre. Et nous verrons ce que donnent les négociations. Aujourd'hui, l'âge d'équilibre, ce n'est pas un objectif en soi, c'est un moyen. C'est un moyen d'avoir une réforme juste et financée. Vous ne pouvez pas ouvrir cette porte-là, précisément. La ministre Agnès Pannier-Runacher, ici même dans ce studio, a dit c'est négociable. Aujourd'hui, les modalités pour arriver à l'équilibre sont sur la table et d'ailleurs, c'est ce qui est prévu. Donc on peut repousser la date du 2027. Nous avons dit... Voilà. C'est à la gouvernance, à la future gouvernance, c'est-à-dire aux syndicats qui vont être la gouvernance du système, de proposer des modalités pour arriver à un équilibre budgétaire, pour que nos enfants ne payent pas un nouveau système de retraite, et même l'ancien d'ailleurs, puisque l'ancien ne sera pas à l'équilibre non plus. Nous ne voulons pas laisser de dette à nos enfants, nous prenons nos responsabilités qui sont que si les syndicats autour de la table qui vont être en charge de la gouvernance ne proposent pas un modèle de retour à l'équilibre, alors par défaut, nous proposons un modèle dans la loi. Il est par défaut, si la gouvernance propose un autre système, nous le prendrons. C'est le coût de l'assurance chômage. C'est ce que les syndicats vous disent. Vous nous avez fait le coup avec l'assurance chômage pour ensuite nous imposer ce que vous souhaitiez depuis le début. Ils vous accusent de ne pas être honnête, au fond, dans cette démarche-là. C'est ce qu'ils disent. Sur l'assurance chômage, on ne changeait pas. C'était une réforme, mais ça n'était pas une refondation complète d'un système et il n'y avait pas de nouveaux droits. Très peu. En l'occurrence, là, nous refondons complètement un système et nous instaurons énormément de droits nouveaux très favorables. Très favorables. Ouais. Et donc, ça nécessite évidemment que tout le monde retrousse avant qu'on les manches. parle de ces droits, je voudrais quand même qu'on comprenne bien ce que vous venez de dire. Oui. Ça veut dire que quand Laurent Berger dit il faut retirer les 64 ans en 2027, vous dites on ne va pas retirer cela, mais on peut éventuellement renégocier s'ils ont d'autres idées. C'est-à-dire que vous allez écouter leurs autres propositions pour mettre le système à l'équilibre. Nous avons dit que toutes les modalités pour aboutir à l'équilibre du système seront sur la table. Oui. Aujourd'hui, nous ne voyons pas comment, en dehors de cet âge d'équilibre qui est quand même inscrit par le corps comme un fait. C'est un fait financier, budgétaire, c'est un fait. Est-ce qu'à vos yeux, c'est la seule solution viable? Nous savons tous, et je crois qu'il faut arrêter de mentir aux Français. C'est aussi ça de prendre ses responsabilités. Nous savons tous, et les Français le savent intrinsèquement, que tous ceux qui promettent la retraite à 60 ans sont en train de mentir. Tout le monde sait que tous les autres pays d'Europe travaillent jusqu'à 65, 67 ans. Donc en fait, vous dites, s'ils nous proposent d'autres solutions, mais en même temps, il n'y en a pas. Je ne vois pas aujourd'hui comment on va pouvoir dire aux Français qu'il ne faut pas travailler plus longtemps. Un mot sur la question de la pénibilité pour votre secteur en particulier, c'est-à-dire la question de la santé, le personnel soignant. Pour les aides-soignantes, Édouard Philippe promet un âge de départ au minimum à 60 ans et un travail à temps partiel en fin de carrière. Les syndicats s'inquiètent et ils demandent notamment si ça ne va pas être bloqué dans les faits. C'est-à-dire c'est une promesse qui leur paraît plutôt acceptable, mais ils ont peur que dans les faits, ça ne soit pas possible. Ils disent notamment qu'ils ont peur que la hiérarchie et l'administration disent aux aides-soignantes qui diront voilà, j'ai 60 ans, je veux passer en temps partiel, que ça n'est pas possible compte tenu des effectifs aujourd'hui. Comment vous pouvez leur garantir? C'est justement pour nous une profession sur laquelle nous avons une attention particulière, pour deux raisons. D'abord parce qu'elle est difficile, elle est horriblement difficile. On le voit dans les EHPAD, on le voit à l'hôpital. C'est une profession pénible, avec des charges à porter. Souvent, on travaille de nuit. Et elle est de moins en moins attractive pour notre jeunesse, alors que nous allons avoir besoin de beaucoup de personnes travaillant auprès des personnes jeunes âgées. Et donc, nous garantissons, nous travaillerons avec les syndicats, et c'est justement ce que j'ai commencé à faire. Nous garantissons, par exemple, et nous allons travailler à cela, qu'au bout d'un certain âge, d'abord, on leur propose des deuxièmes parties de carrière, des métiers moins pénibles que celui de soulever des personnes malades, par exemple. Donc, on trouve des voies de sortie de deuxième partie de carrière. Ça, c'est un énorme sujet pour moi, ministre des Solidarités, parce que je pense qu'elle le mérite. Et nous devons travailler à cela pour la réforme du grand âge. Et d'autre part, le travail à temps partiel, payé temps plein, c'est faisable aujourd'hui avec des fonds de solidarité. Et donc, nous allons travailler à
effectivement permettre aux aides-soignantes de travailler à temps partiel en fin de carrière. C'est une façon de les accompagner et une façon de prendre en compte la pénibilité de leur métier. Est-ce que, selon vous, Agnès Buzyn, cela s'apparente à des dérogations? Et je précise ma question. On a vu que les syndicats de policiers ont quitté le mouvement social parce qu'ils ont obtenu les garanties, finalement, de garder leur régime spécial. Vous nous dites, on supprime les régimes spéciaux et on a le sentiment que ce n'est pas vrai. Est-ce que cette promesse-là est en réalité tenue alors qu'on voit que les policiers, les militaires, alors chaque fois il y a de bonnes raisons. Mais les cheminots vont vous dire, nous aussi on a de bonnes raisons. Les salariés de la RATP, les conducteurs vont vous dire, nous aussi on a de bonnes raisons pour maintenir notre régime spécial. Il est justifié. La promesse du candidat Macron en 2017, je vais supprimer les régimes spéciaux. Il y a tout un électorat de droite qui au passage a bien entendu cette promesse. Est-ce qu'elle sera tenue en réalité? Ils sortent par la fenêtre, ils reviennent pas. D'abord, c'est une extinction progressive des régimes spéciaux. Oui. Ça n'est pas un arrêt brutal, c'est une extinction progressive. D'accord, la progressivité. Voilà. Mais la Ensuite, réalité? La réalité, c'est qu'un régime universel, c'est-à-dire dont les principes sont les mêmes pour tous, il doit quand même s'adapter à certaines réalités. Quand on parle des militaires, nous savons très bien, et le Premier ministre l'a dit dans Le Parisien aujourd'hui, nous n'allons pas avoir une armée de militaires de 63 ans sur le front. Mais Agnès Buzyn, pardon, parce que vous parlez de cette interview d'Édouard Philippe dans Le Parisien, c'est intéressant parce qu'il évoque aussi les danseurs de l'opéra. Et il dit, qui imagine un danseur de l'opéra continuer à faire un ballet à 60 ans? Mais enfin, un danseur de l'opéra, il ne peut pas se reconvertir? Mais justement, c'est pour ça qu'il faut-il à tout prix maintenir son régime spécial? Donc on ne maintient plus aucun régime spécial. Tous les régimes vont rentrer dans le régime universel, c'est-à-dire obéir au même principe que chaque heure travaillée donne des points et que le point a la même valeur pour tous. Mais la pénibilité permettra d'acquérir des points supplémentaires. Donc ça permettra de partir éventuellement. Mais ça veut dire que ce que vous appeliez régimes spéciaux va quand même perdurer en s'appelant régime dérogatoire. Non, on touche à l'équité versus l'égalité. L'égalité, c'est tout le monde pareil, quelle que soit la spécificité. L'équité, c'est de reconnaître que certains métiers ont quand même des spécificités. Ils répondront mais évidemment c'est le cas pour les même infirmières principe. et les aides-soignantes. Par exemple, sur la pénibilité du travail de nuit, moi je tiens à ce que ces critères-là, maintenant, s'appliquent dans la fonction publique hospitalière comme elles s'appliquent pour les infirmières et les aides-soignantes qui travaillent dans le privé. Mais alors, question, y a-t-il des particularités, par exemple, dans le travail de cheminot? Il y a... Qui je ne suis pas une justifierait spécialiste du travail des cheminots. Je laisserai évidemment les négociations se faire au sein de la SNCF et de la RATP, puisque aujourd'hui ces grandes entreprises vont commencer ces négociations. Et puis évidemment, il y a des spécificités et des particularités qui doivent être prises en compte pour qu'il n'y ait pas de perdants. Parce que l'universalité ne peut pas être l'égalité absolue. Mais que les fonctionnaires qui font le même travail qu'un salarié du privé soient traités de la même façon. Quand on est comptable dans le privé ou dans le public, on doit être traité de la même façon. Et ça, ce n'est pas une spécificité liée au statut que nous voulons permettre, mais une spécificité liée au métier. Et ça, je crois que les Français, ils sont sensibles également. On passe du statut, effectivement, à la réalité des gestes du et métier, du quotidien des gens. Crise à l'hôpital également. Oui. Il y a une tribune dans la presse ce matin, 660 médecins qui vous interpellent directement, Madame la Ministre, durement. Ils menacent de démissionner, purement et simplement, parce que les annonces que vous avez faites il y a quelques semaines leur semblent totalement insuffisantes. Je vais vous citer 2 phrases de cette tribune, j'aimerais que vous puissiez y réagir et leur répondre. Le vrai ministère de la Santé est désormais à Bercy. Première phrase. L'hôpital se meurt et la ministre ne lui administre que des soins palliatifs. Ce sont des propos durs qui vous sont adressés. Alors, d'abord, c'est faux. C'est faux parce que je travaille en fait à améliorer la situation de l'hôpital depuis 2 ans. Je suis la ministre qui, depuis 10 ans, a réaugmenté le budget des hôpitaux. L'année dernière, pour la première fois, les budgets ont été en hausse alors qu'ils étaient en baisse depuis 10 ans d'affilée. J'ai rajouté des financements. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais j'ai réalloué des centaines de millions d'euros cette année qui n'avaient pas été dépensés par la Sécurité sociale, que j'ai redonnés à l'hôpital. Et là, les annonces que je fais sont des annonces qui vont donner de l'air à l'hôpital. Mon objectif, c'est évidemment de réenchanter l'hôpital public, de faire en sorte que les personnels aient envie d'y travailler, aient envie d'y rester, parce que c'est extrêmement important pour les Français et pour la ministre que je suis. Ils exagèrent quand ils disent tout ça est insuffisant? Non, je les comprends à partir du moment où ils ne voient pas la concrétisation immédiate des annonces. C'est vrai que quand on annonce 1,5 milliard sur 3 ans, ça n'est pas rien. Surtout que ça commence pas cette année.
Cette année, c'est un peu, mais c'est Non, surtout, un ça va milliard. monter. C'est Oui, 300 ça va millions monter. en 2020. Ça va être surtout en 2021 et 2022. Oui, mais au-delà de ça, il y a la reprise de la dette. La dette des hôpitaux aujourd'hui, elle est de 30 milliards d'euros. Ouais. En fait, les hôpitaux n'ont plus d'argent pour embaucher, pour ouvrir des lits, pour recruter des gens. Pourquoi? Parce que dès qu'ils gagnent de l'argent, ils remboursent une dette qui s'est creusée au fil du temps, qui n'est plus tolérable. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? L'État reprend la dette. Ça va redonner 10 milliards aux hôpitaux publics, Oui. c'est-à-dire une marge de manœuvre de quasiment 1 milliard par an. 1 milliard par an. 800 à 900 millions en réalité. Bon. Pardon, mais qui il vont demande, également un rendez-vous. Est-ce que vous allez les recevoir? Par exemple, j'ai rencontré un certain nombre d'entre eux vendredi au ministère. Ils sont venus au ministère. Je rencontre les élus, je rencontre évidemment les syndicats, je rencontre les fédérations hospitalières, je rencontre les syndicats de praticiens Donc il hospitaliers. n'y a rien de plus à l'issue de cette tribune. Vous ne répondez rien de particulier à cette tribune de 660. Non, je leur dis que je suis des leurs. Je suis des leurs. Parce qu'en réalité, j'ai fait le même métier qu'eux. Je sais la difficulté de leur métier et ce que je suis en train de faire va sauver l'hôpital. C'est ça que je vais leur dire. On va leur donner de l'air, on va leur donner des moyens, on va leur permettre de recruter des gens et c'est de ça dont ils ont besoin. Ils ont besoin de personnel pour faire fonctionner les hôpitaux et toutes les mesures que j'annonce, qui sont pour l'instant des volumes financiers, en réalité c'est quoi? Ce n'est pas de l'argent en banque, c'est de l'argent pour payer du personnel, pour ouvrir des lits. C'est exactement ce qu'ils demandent. En parlant de personnel, vous avez peut-être des informations, Agnès Buzyn, en lien avec la grève. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a aujourd'hui, eu égard aux difficultés dans les transports, des opérations chirurgicales en cancérologie, à l'hôpital Necker en particulier, qui sont reportées parce que les aides-soignantes, les infirmières ne parviennent pas à arriver jusqu'à l'hôpital? Avez-vous connaissance de ces cas? Alors, à ma connaissance, il y a des interventions chirurgicales ou des hospitalisations programmées qui ont été reportées d'une semaine ou deux pour soulager le personnel, parce que le personnel doit venir, c'est difficile, certains ont vraiment des difficultés d'accès. Donc pour éviter de rajouter une tension, l'hôpital aujourd'hui fonctionne dans le cadre de l'urgence évidemment, et tout ce qui peut être reporté, c'est les médecins, ce sont les médecins qui décident, a pu être reporté d'une semaine ou deux. Je n'ai pas, à ma connaissance, par exemple, de sujet en cancérologie, mais je n'avez pense pas d'informations sur ça. Non, je n'ai pas d'informations là-dessus. On voit bien, là, vous parlez... Évidemment, je serai très attentive à ce qu'il n'y ait aucune perte de chance pour aucun malade, mais à ma connaissance, et j'en ai discuté avec les médecins de Necker que j'ai vus vendredi dernier et le vendredi d'avant, puisque je me suis rendue à Necker, ils m'ont tous dit qu'ils reportaient des soins non urgents. Mais vous regarderez sans doute avec précision cette situation. Vous parliez des médecins, il y a le côté aussi crise de vocation du côté des aides-soignants, il y a le problème des internes aussi qui vous ont interpellé. On voit que le nombre de candidates ou candidats au concours d'aides-soignants, il a baissé de 42% 2014-2018. Les causes, vous l'avez vous-même souligné, c'est la pénibilité, faible rémunération. En tous les cas, on est dans une situation extrêmement difficile. Je ne sais pas si vous aimeriez être aide-soignante, mais en tous les cas, aujourd'hui, il y a une vraie crise des vocations. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre ? Alors, ça fait longtemps que je regarde le métier d'aide-soignant avec beaucoup d'attention, notamment en raison de la crise des EHPAD qu'il y a eu en 2017 quand je suis arrivée. L'été où je suis arrivée, il y a eu cette grève dans les EHPAD et j'ai eu l'occasion de rencontrer énormément. Aujourd'hui, je me bats pour elles. Je suis en train de changer. Comment ? Vous avez bien la réponse qui est attendue. Donc, 3 réponses. La première, c'est de modifier leur référentiel de métier. En réalité, il y a beaucoup de glissements de tâches. Elles font plein de tâches sur lesquelles elles n'ont pas d'autorisation. Et donc ça, il faut faire évoluer leur métier et les faire monter en compétences parce qu'elles le souhaitent. Ça va aller avec une augmentation des rémunérations, c'est nécessaire. Et d'ailleurs, j'ai mis en place une prime pour toutes les aides-soignantes qui travaillent en gériatrie dans la fonction publique hospitalière aujourd'hui. C'était une des annonces qu'a fait le Premier ministre. 100 € par mois supplémentaires pour toutes les aides-soignantes de la fonction publique qui travaillent avec les personnes âgées. C'est plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de personnes. Aujourd'hui, nous travaillons sur des deuxièmes parties de carrière. C'est le rapport que m'a remis Myriam El Khomri. Je lui ai demandé un rapport sur les métiers du grand âge. Et donc, nous allons ouvrir une conférence sociale sur ces métiers du grand âge. Et l'idée est aussi de voir comment nous pouvons faire en sorte qu'elles réduisent leur temps de travail en fin de carrière. Comment nous faisons qu'elles travaillent à temps partiel en étant payées à taux plein. Et donc, toutes ces mesures sont sur la table. Et vous espérez peut-être réveiller des vocations
C'est nécessaire. Nous allons Et avoir les besoin de ce internes, métier. les internes, cela dit, les aides-soignantes et les infirmières sont très inquiètes aussi sur cette réforme universelle, en disant qu'elles vont sans doute être un peu une des victimes. Sur les internes sont en grève. Ils demandent une amélioration de leur statut, des comptes horaires, demi-journée du temps de travail qui permet un paiement d'heures supplémentaires. Là aussi, quelle est votre réponse? On sent qu'il y a le feu un peu partout. Hein. Donc, les internes se plaignent de leur temps de travail parce qu'il n'est pas respecté. Et ça, c'est contre la loi. heures. En réalité, la loi dit bien que les internes, c'est une loi européenne en fait qui s'applique à tout le monde, ne doivent pas travailler plus de 48 heures par semaine. Dans les faits, c'est parfois 56 50 heures. hein. Et donc, ils travaillent souvent plus. Et donc, j'ai évidemment un travail en cours avec les syndicats d'internes aujourd'hui pour voir comment nous pouvons valoriser leur temps de travail additionnel. Donc ça, c'est évidemment nécessaire. Et puis surtout, faire en sorte que la réglementation s'applique. C'est-à-dire qu'ils aient un repos compensatoire après une garde, qu'ils ne soient pas obligés de travailler après une garde. Et donc j'ai annoncé, je m'adresse à eux demain dans un média qu'ils écoutent beaucoup. Là, donc, donc vous avez accepté leur proposition. J'ai annoncé notamment qu'il y aura, qu'on rendra public dans tous les hôpitaux si le temps de travail n'est pas respecté, notamment le repos compensatoire, et qu'il pourra y avoir des sanctions pour les établissements qui ne le respectent pas. Un mot sur les réactions politiques récentes, et notamment Jean-Luc Mélenchon, à ce qui s'est passé en Angleterre. Ça vous sort un peu de votre rôle uniquement de ministre, mais vous êtes devenu de plus en plus politique. Est-ce que vous avez sans doute vu les réactions qu'il a eues à l'élection en Angleterre? Je le cite, selon Jean-Luc Mélenchon, le chef du Labour, Jeremy Corbyn, a dû subir sans secours la grossière accusation d'antisémitisme à travers le grand rabbin d'Angleterre et les divers réseaux d'influence du Likoud, le parti de droite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Au lieu de riposter, il a passé son temps à s'excuser et à donner des gages. Il a affiché une faiblesse qui a inquiété les secteurs populaires et il conclut « Retraite à point, Europe allemande, néolibérale, capitalisme vert, génuflexion devant les oukases arrogants des communautaristes du CRIF, c'est non ». Est-ce que vous avez une réaction à cela? Oui, je trouve ça très nauséabond. Ça vous étonne, ça vous surprend? Ça, je pensais M. Mélenchon plus républicain que cela et je vois un glissement dans son attitude. Et vous pensez que Jean-Luc Mélenchon est antisémite? Non, je ne veux pas dire ça. Je trouve que c'est du complotisme nauséabond et qu'il flirte avec les limites, comme flirte M. Corbyn en réalité en Angleterre, ce qui a abouti, vous le savez, à la démission d'un certain nombre de parlementaires, de députés anglais, du fait de cette ligne dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est floue concernant ces questions-là. Il est sorti de la logique républicaine pour vous? Pour moi, c'est nauséabond et je suis choquée. Agnès Buzyn, une question à la femme politique. Miss Guadeloupe est devenue Miss France hier. Est-ce que vous considérez que ce concours de Et on a Miss... laissé l'homme, et vous avez vu, on a laissé l'homme vous poser la question. Mais l'homme qui a aussi une conscience un un regard, Apolline, vous le Exactement. savez. Est-ce que ce concours de Miss France est aujourd'hui adapté à notre société? Qu'en pensez-vous, Agnès Buzyn? Moi, j'aimerais qu'il évolue un peu, mais... Voilà. Il évolue un peu. Vous êtes d'une prudence dessus. Je vais être prudente. Hein. Disons que je pense que si on souhaite l'égalité homme-femme, ce qui est le souhait de ce gouvernement, on ne peut pas voir dans les femmes uniquement l'aspect physique. Et donc, je trouve qu'il y a des femmes extraordinaires, magnifiques et intelligentes. Regardez Madame de Malherbe. C'est gentil, merci. Voilà. Et donc, je trouve que quelque part qu'il y ait des concours de beauté, bon, ça plaît à certains, mais que l'on traite les hommes et les femmes de la même façon et qu'on tienne compte autant de la compétence que de la beauté me semble le minimum que l'on peut souhaiter. Excusez-moi, j'ai pas compris. Vous voulez qu'on supprime Miss France ou pas? Qu'on le fasse évoluer, monsieur. Bon. Qu'on le fasse évoluer, peut-être plus complet. Merci, en tout cas, je rougis un peu. Mais une dernière question sur l'usine Lubrizol qui rouvre à Rouen. Est-ce que vous, en tant que ministre de la Santé, vous pouvez nous garantir aujourd'hui qu'il n'y a pas de risque sanitaire? Alors, de toutes les données que j'ai aujourd'hui, je n'ai pas de risque sanitaire qui porte sur tous les éléments qu'on a recherchés. Vous le savez, nous avons demandé aux agences sanitaires de réfléchir et de nous dire s'il fallait chercher d'autres composés toxiques dans les fumées ou dans les sols, au-delà de tout ce que nous avons déjà dosé. Donc, elles doivent nous rendre un rapport d'ici la fin de l'année. Et donc, en fonction de leur
conclusion, nous verrons si nous devons refaire des dosages d'autres choses. Mais entre-temps, il faut Aujourd'hui, rouvrir. tout ce que nous avons aujourd'hui comme résultats sont des résultats rassurants. Merci beaucoup Agnès Buzyn d'avoir été avec nous dans BFM Politique. Merci Edwige, merci David. Dans un instant, c'est dimanche. Affaire suivante, exactement. Affaire suivante avec Philippe Godin et Dominique Rizet. Et pour ma part, je vous retrouverai à 18h pour Et en même temps. Philippe Martinez sera l'invité des 2 heures d'un spécial Et en même temps sur la question des retraites et des blocages avec un face-à-face exceptionnel à 19h. Philippe Martinez face à Gérald Darmanin. À tout à l'heure.